La toute nouvelle Honda Civic 2022 est arrivée et il y a tellement de raisons de l'aimer. Un intérieur plus spacieux et des vues plus vastes sur la route? Oui. Des technologies avancées au bout des doigts? Oui. Des caractéristiques de sécurité innovantes qui rendent notre monde un peu plus sécuritaire? Oh oui. La voiture la plus vendue au pays depuis 23 ans en offre plus que jamais. Dites oui à une toute nouvelle génération de Civic. Dites oui à la toute nouvelle Honda Civic 2022. Visitez votre concessionnaire Honda du Québec pour en savoir plus. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. On revient sur un dossier qui a fait beaucoup réagir dans les derniers jours, le refus de certains restaurateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean à recevoir ce rassemblement du Parti conservateur du Québec et de son nouveau chef, Éric Duhaime, qui, on l'a écrit sur les réseaux sociaux qui refusaient de le recevoir. Il y a eu une réplique d'Éric Duhaime qui disait que ça avait pas de bon sens qu'on lui refuse l'accès, que c'était, en quelque sorte, sa liberté là de se rendre à une table dans un restaurant, et ça amenait à des débordements sur les réseaux sociaux par la suite. Ouais, alors c'est une histoire qui est un peu révélatrice de l'esprit de l'époque. C'est-à-dire Duhaime, donc des gens du Parti conservateur de Duhaime veulent organiser des événements dans des pizzerias, dans des restaurants, des bars. Et là, il y a une part de flou, c'est-à-dire est-ce qu'ils disent formellement on veut faire ça au nom du Parti conservateur ou est-ce que les propriétaires le découvrent après coup? Ça, c'est une part de flou. Mais ce qui est intéressant, donc une part de maladresse à la rigueur. Mais là où ça devient intéressant, c'est la réaction des propriétaires qui disent on ne veut pas le ou les voir ici à cause de leurs idées politiques qui nous dégoûtent, qu'on ne peut pas tolérer ici. Un autre qui dit s'il rentre dans mon bar, il en ressort pas, ou dans mon restaurant, il en ressort pas. Donc, moi, peu importe ce qu'on pense de Duhaime, puis il y a des choses traitées, il y a des critiques de fond qu'on peut faire, et de forme aussi d'ailleurs, des critiques de fond et de forme qu'on peut faire à son discours, à son propos, à son sujet. Mais j'essaie d'imaginer quelle serait la réaction de la classe médiatique, de la classe politique, si pour un rassemblement de Québec solidaire, d'une mouvance proche de Black Lives Matter, d'une mouvance proche de la mouvance féministe, ou d'un autre parti, quand est-ce de parti souverainiste, tout ça, d'un parti nationaliste. Quelle aurait été la réaction si on avait dit non, on n'accepte pas ces gens-là dans notre restaurant à cause de leurs idées, parce que leurs idées nous dégoûtent, parce que leurs idées nous sont intolérables, et on n'accepte pas leur présence, puis si ils rentrent dans notre restaurant, ils n'en ressortent pas. Moi, j'essaie de... Là, c'est là que ça devient scandaleux, c'est qu'on est dans la logique du 2 poids, 2 mesures, on est dans cette idée que... Et là, pire encore, Duhaime rapporte ça sur les réseaux sociaux, il rapporte ça avec raison, parce qu'on vient quand même de lui faire ce coup-là. Et là, on lui dit qu'il se victimise. Mais là, il va falloir que je comprenne. Dire quelqu'un qui se fait barrer d'un lieu pour ses convictions politiques, pour ses convictions idéologiques, et qui en est donc exclu, qui en est victime d'une discrimination pas systémique, là, c'est une discrimination explicite, là, une discrimination formelle sur la base des convictions politiques. Ça, quand quelqu'un note qu'on lui fait cette discrimination-là, ça serait se victimiser. Donc là, c'est comme le monde à l'envers à travers ça. Et notant tout cela, je dis pas ça un instant pour, comme je dis, pour endosser les propos de Duhaime, et ainsi de suite. Pour moi, la question n'est pas là. La question est une question de principe. C'est-à-dire que soit un bar ou je ne sais quel endroit dit on n'accepte pas les événements politiques, mais on les accepte pas pour tout le monde. Soit il dit j'accepte seulement ceux avec qui je suis d'accord idéologiquement, mais dans ce cas-là, il faut accepter que d'autres vont dire un jour nous, on n'accepte pas un rassemblement de telle bande de woke chez nous, de tel genre de QS, de tel genre du Parti québécois. Et là, donc, il va falloir savoir c'est quoi les critères pour discriminer, parce que c'est quand même grave. Puis le dernier élément qui... Oui, vas-y. Oui, vas-y, excuse-moi. Je disais juste le dernier élément qui me semble, c'est que quand des militants, par ailleurs, parce que tout dégénère ensuite, là, des militants proches du Parti conservateur s'en vont dire à faire un appel au boycott du bar, et là, ou du restaurant, puis ils disent là, c'est inacceptable, puis là, il y a même des menaces. Là, tout ça vire à la... C'est absolument inacceptable, ça aussi. Apparemment qu'il y a eu une résolution ce matin. Duhaime a dit, j'ai parlé au patron des deux endroits, on a trouvé un terrain d'entente, c'est parfait. Bon, très bien, la crise est passée.
Mais le fond des choses sur lesquelles il faut revenir, c'est comment se fait-il que quelqu'un qui est victime d'une discrimination politique et idéologique explicite, lorsqu'il mentionne qu'on le discrimine là-dedans, eh bien, il se victimise. Il y a quand même quelque chose d'assez loufoque là-dedans. Moi, je n'aime pas qu'on bannisse les gens sur la base de leurs convictions politiques. Serais-je restaurateur, heureusement, je ne le suis pas pour des gens qui aiment manger, mais serais-je restaurateur que j'accueillerais dans mon restaurant sans gêne une réunion du Parti libéral, une réunion du Conseil du patronat, une telle et ainsi de suite. Parce que finalement, il y a un minimum de sentiment de l'espace public, même si c'est un lieu privé, c'est un espace public aussi un peu. Sinon, il faut accepter l'idée qu'il y a des bannis dans notre société qui, à cause de leurs idées, ne méritent pas d'avoir accès à l'espace public. J'accepte pas ça. Est-ce que quand même il y a une différence là, dans la mesure où c'est pour des partis politiques qui en plus vont faire la promotion de leur événement sur leurs réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a quand même une différence entre ça et tout simplement Éric Duhaime qui réserve une table pour faire une petite réunion avec ses collègues? Refus de les recevoir, là, moi, j'y vois un grand problème. Une réunion politique dont on en plus annonce sur Internet, ben là, lui, il peut se dire que c'est ça, là, j'ai jamais autorisé ça. Ben moi, pour ma petite histoire, j'ai fait des conférences dans ma vie depuis, je fais des conférences régulièrement depuis une vingtaine d'années. J'ai fait des conférences pour des partis, des mouvements, dans des bars, dans des restaurants. C'était affiché comme tel. Je me souviens très bien, une fois, j'ai en fait plusieurs fois, je vois ça sur une affiche Société Saint-Jean-Baptiste, une autre Parti québécois, une autre Bloc québécois. J'ai fait des conférences aussi pour la CAQ et ainsi de suite, dans des lieux, dans des événements, des lieux publics, on s'entend. Donc là, moi, et jamais, c'est la première fois que je vois cette idée que, c'est un parti politique, donc on permet pas. Si la politique, c'est désormais, si le critère, c'est pas les partis politiques, il va falloir que ce soit aucun parti politique. Sinon, si on nous dit certains partis politiques et pas d'autres, il faut donc comprendre que quelqu'un, dans son établissement, a le droit de discriminer selon ses convictions idéologiques. Mais si tel est le cas, qu'est-ce qui va se passer quand on va tomber sur quelqu'un qui va dire, là, on voit ça aux États-Unis quelquefois, des gens qui nous disent, moi, des gens de telle orientation sexuelle, je veux pas ça dans ma place. Est-ce qu'on doit dire à ce moment-là, ce sont vos valeurs et c'est votre environnement, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez, moi j'accepte ça. Bien sûr que non. Quelqu'un qui dirait, je n'accepte pas les gens sur la base de la couleur, de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, faites la liste de tout ce qui est possible, des convictions idéologiques, la religion. Quelqu'un qui dirait, moi je veux pas de catholique ici. Quelqu'un qui dirait, je veux pas de musulman dans ma boîte. C'est à moi, ça m'appartient, je veux pas de musulman ici. On dirait, mais c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Alors là, moi je veux savoir pourquoi les gens du Parti conservateur, s'ils décident de se rassembler sous leur étiquette, eux, on peut dire qu'ils sont infréquentables. Et là, ce qui est particulier, c'est que on voyait traîner sur des réseaux sociaux des gens qui disaient, il faut les infréquentabiliser, il faut les transformer en parias, ils sont toxiques. OK, mais moi, ce discours-là sur des gens qui sont toxiques, eh bien, moi, je pense qu'il y a d'autres courants qui sont toxiques dans notre société. Il y a d'autres courants idéologiques qui sont toxiques. Si on décide d'exclure de l'espace public tous ceux qu'on juge que moi ou toi ou d'autres jugent qu'ils sont toxiques, eh bien, ça va être une société de plus en plus cloisonnée, de plus en plus étouffante. Donc, pour moi, le principe de base ici, c'est pas qu'on soit d'accord ou non avec Duhaime. Franchement, je trouve que, à la fois sur le plan du fond des choses, il y a des désaccords de fond. Sur le plan du style, il y a quelquefois une tendance démago qu'on doit critiquer. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Puis critiquer l'homme politique Duhaime, critiquer le Parti conservateur du Québec à 100%. Mais dire qu'on doit lui réserver un statut particulier, un statut d'exception, parce que son discours serait plus dérangeant que d'autres, on entre ici dans une logique qui est celle vraiment du 2 poids 2 mesures. Puis c'est pour moi, l'enjeu est là. Ensuite, comme je dis, qu'on mène la bataille, qu'on mène une critique de fond. Et sinon, si on se donne le droit de discriminer les gens selon leurs convictions, selon leur religion, selon leur identité sexuelle, selon leur couleur de peau, qu'elle nous plaise ou non, là, on bascule dans un monde qui ne me plaît pas particulièrement. Est-ce que, au-delà du fond, dans le cas d'Éric Duhaime, quand même, on ressortait des publications là assez récentes, au mois de décembre dernier, où il supportait le boycott de tous les caquistes là, au pouvoir. Là. Donc là-dessus, qu'on se trompe pas. Je pense que Duhaime, quand c'est ressorti, j'étais surpris de voir que ça ressortait, parce que je n'étais pas au courant de ce passage-là, mais je l'ai vu. Et Duhaime, là-dessus, manifestement, a déjà péché par là où il a déjà subi il a déjà voulu faire subir ce qu'il veut faire subir lui-même aujourd'hui. Donc ça, c'est inacceptable aussi. C'est simplement que ça, le fait qu'il se soit déjà permis de dire des choses semblables ne permet pas qu'aujourd'hui on lui serve la même médecine. Ce qu'il faut dire, c'est que dans les deux cas, c'était inacceptable. Puis surtout, on sort de la pandémie en ce moment. Là. À tout le moins, pour peu qu'on soit pas complètement pessimiste, on se dit qu'on sort de cette période.
c'est une période où les tensions sociales se sont radicalisées, où des gens basculent dans des univers parallèles. C'est un peu étrange. Si on veut retrouver un peu de concorde civique, malgré nos désaccords sur le moment où on va enlever le masque, puis le moment où est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire, oui ou non, puis la troisième dose, puis tous les débats, là, appelons ça la traînée de la pandémie qui va rester dans l'espace public, j'ai l'impression que ce n'est pas en décidant de bannir de notre vie publique ceux dont on n'apprécie pas les idées que ça va fonctionner. Je me permets de donner un exemple qui me concerne parce que ça m'est déjà arrivé, mais ça fait longtemps. C'est quelque part à la fin des années 2000, dans un café, on avait refusé de me servir un café parce que, à cause de mes positions apparemment sur le conflit israélo-palestinien. Positions qui, à ce que j'en sais, je cherche encore en quoi elles sont si tranchées. Je suis le type le moins original sur Terre qui est pour un État juif qui s'appelle Israël et pour un État palestinien qui soit l'État national des Palestiniens. La société, le principe des deux États, la personne disait je peux pas vous servir à cause de vos idées, c'est inacceptable, vous n'avez pas votre place ici. À ce moment-là, c'était moi le petit toxique qui se faisait faire le coup. Je devine que d'autres histoires comme ça sont probables aussi. Une conférence que je devais faire il y a quelques années dans le cadre d'un événement avait été annulée parce que des anarchistes avaient menacé de lancer des balles de peinture partout dans la bibliothèque, dans la librairie où on m'accueillait parce que j'étais apparemment dangereux. Bon, là, c'est pour moi, mais je peux te donner d'autres exemples qui sont pas moi là-dedans. Donc là, il me semble que le principe qu'on doit regagner, c'est cette idée que dans une société civilisée, même les idées qu'on n'aime pas peuvent s'exprimer. Et ensuite, quand les gens se comportent comme des goujats, qui se comportent de manière violente, quand les militants de DUM décident de réagir en se comportant eux-mêmes de manière intransigeante, c'est inacceptable. Je note que DUM lui-même a appelé ses militants au calme, il les a appelés à ne pas verser dans l'injure, dans l'insulte et ainsi de suite. Donc il a calmé sa propre base. Ça, c'est quand même pas si mal. Donc, il a fait preuve de responsabilité sur ça. J'espère simplement que cette espèce de normalisation, cette banalisation du bannissement, ça prendra pas dans nos mœurs politiques. Ouais, et on a vu, et je pense qu'il devra peut-être multiplier ces sorties-là, parce qu'on veut pas, j'ai l'impression, j'espère que lui ne souhaite pas ça non plus, d'avoir une espèce d'armée de trolls qui, à chaque fois que tu parles d'Éric Duhaime ou que tu le critiques, comme on critique tous les autres partis tous les jours parce qu'on parle de politique, à chaque fois qu'on aurait une critique envers Éric Duhaime, on se retrouve à avoir une armée de trolls qui t'insultent, qui donnent les pires insultes abjectes. Alors qu'il devra peut-être multiplier ces sorties-là pour dire à ta peu, là, moi je sais pas ce que je souhaite, là. Ben, tu as raison, ma chronique de demain dans le journal va porter sur un guide de survie sur les réseaux sociaux. Et puis je dis quelques principes de base. Puis le premier, je dis perdez tout espoir, il y aura toujours des imbéciles et des fanatiques. Donc ça, c'est le point de départ. Donc ça, moi, je pense que la condition pour être capable d'y évoluer, c'est d'accepter que, bon, le troll est un personnage incontournable là-dessus. Le rôle du chef politique, c'est de modérer les ardeurs des différents trolls qu'il peut y avoir d'une manière ou de l'autre. Et c'est pour ça que ça, en ces matières, il faut quand même régulièrement lancer un appel au calme, au plus ardent. C'est la politique, par définition, c'est des passions qui se réchauffent. Donc ça, je pense que les leaders, quel que soit le camp, de gauche, de droite, de centre, ailleurs, c'est de toujours rappeler ce que j'appelle l'éthique de la courtoisie démocratique, l'éthique du débat, l'éthique de la conversation civique. Il faut rappeler ça à tout le monde. Duhaime a raison de le faire et on va espérer que ses militants soient capables d'être à la hauteur de l'appel qu'il a lancé. Mais de l'autre côté, va falloir que les figures autorisées du commentariat progressiste, appelons ça comme ça, disent pas que lorsque quelqu'un se fait bannir d'un événement, eh bien finalement c'est lui qui l'a cherché et puis en fait il se victimiserait. Il a été discriminé, oui ou non? S'il a été discriminé, même si on ne l'aime pas, dans les circonstances, il se victimise pas. C'est la victime d'une discrimination. Ça, je pense qu'il va falloir être capable d'un sens de l'équilibre, puis éviter le 2 poids, 2 mesures, qui est ce qu'il y a de plus dangereux, je pense, pour l'équilibre social. Le 2 poids, 2 mesures, ça ne nous conduit jamais très loin. Merci Mathieu, bien hâte de te lire demain matin dans le journal. Au grand plaisir, bye bye. Salut, à demain. Chez Vidéotron, c'est le temps de profiter d'une offre généreuse par moitié. Obtenez 50% de rabais sur une belle sélection d'appareils comme le Samsung Galaxy S20 FE. Économisez 50% grâce au paiement simplifié. Certaines conditions s'appliquent. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez de bonnies à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? L'an dernier, les cuisines solidaires ont distribué plus de 2 millions de repas partout au Québec.
Mais aujourd'hui, 1 personne sur 7 dans votre collectivité souffre toujours d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi la Tablée des chefs et moi, Stéphano Faita, on va mettre les bouchées doubles pour aider les cuisines solidaires à servir encore plus de repas. Et on a besoin de vous. Pour chaque dollar donné, un repas cuisiné par un chef sera servi à une personne qui a faim. Soutenez les cuisines solidaires sur tabledeschefs.org. Merci à notre partenaire Québécois. Pour parler à Vincent Dessureau, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. On rejoint Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je te disais hier que j'avais hâte de te lire parce que tu nous promettais des conseils pour survivre sur les réseaux sociaux. Conseils dont on a bien besoin, je pense, parce que pour plusieurs, c'est mon cas, moi qui est très réseaux sociaux, je suis chroniqueur technologie web à Salut Bonjour Week-end, donc je plonge là-dedans. Mais je publie de moins en moins sur les réseaux sociaux parce que et depuis la pandémie, on a l'impression que le ton sur les réseaux sociaux a empiré de façon très importante. T'essaies de nous aider un peu à y vivre en paix. Oui, en fait, c'est ça revient de plus en plus des gens qui veulent se lancer en politique ou qui pensaient se lancer en politique disent finalement je n'irai pas parce que je redoute les médias sociaux, je redoute cet environnement qui est pollué, qui est violent, qui est agressif et ainsi de suite. Et on les comprend. Parce que c'est un environnement assez sauvage, quand même, faut le dire, où, pour peu qu'on tienne à sa réputation, on sait qu'elle sera abîmée par des gens, on les appelle les trolls, mais pas seulement. Il y a les trolls, mais il y a aussi les militants professionnels, il y a aussi le commun des mortels qui s'y aventure et qui se permet quelquefois les pires injures. Donc, il faut savoir que c'est un environnement comme tel, et la condition première, me semble-t-il, pour être capable d'y évoluer, c'est d'accepter que ce ne sera jamais un environnement vraiment civilisé. C'est-à-dire que les brutes vont continuer d'être là, les fanatiques vont continuer de les patrouiller, les dénonciateurs, les censeurs, tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, cherchent à faire taire le désaccord. Je pense qu'il faut accepter l'idée, et je m'en désole, personnellement, je préférais que le monde se présente autrement, mais il faut accepter l'idée qu'ils seront qu'ils seront là d'une manière ou de l'autre. Donc, ouais, c'est ça. Déjà de l'accepter, ça nous fait du bien, là. On changera pas ça. C'est un nick à coucou dans bien des cas. Ça va être difficile. C'est la jungle. On va se faire insulter. Si on l'accepte, ça part déjà mieux. Je sais pas si ça part mieux, mais ça part moins pire. C'est-à-dire qu'on part avec cette idée que, c'est un environnement toxique. Par ailleurs, puisque c'est l'espace public de notre temps, il me semble tout à fait nécessaire et légitime, si on veut participer à la vie publique, il me semble tout à fait légitime d'y participer. Mais ça implique, justement, de ne pas accorder une attention exagérée à ces délateurs, à ces insulteurs, à ces dénonciateurs, à tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, cherchent la querelle publique, non pas sur le fond des idées, mais qui cherchent à détruire des réputations. Et ça, de ce point de vue, moi, une espèce de conseil que je disais dans ma chronique, je pense que c'était le point 4, je disais, il ne faut jamais hésiter à bloquer et bloquer généreusement. La fonction blocage sur Facebook, sur Twitter, je pense que c'est une des fonctions les plus salvatrices qui soit, parce que ça permet que dès que quelqu'un se manifeste avec on sait distinguer quelqu'un qui fait une critique raisonnable et légitime et intelligente, puis quelqu'un qui est un harceleur, quelqu'un qui est un insulteur. Eh bien, il ne faut jamais hésiter à bloquer les harceleurs, à bloquer les insulteurs, les bloquer systématiquement, je dirais. Puis ça permet de créer un environnement qui est mentalement plus sain ou un environnement relativement dépollué grâce à la fonction blocage. Parce que j'en connais, Mathieu, qui disent, moi, je bloque jamais personne parce que ce serait leur donner raison, là. Mais c'est sûr qu'on se protège pas, là. Non, pas du tout. Moi, si je bloque les gens comme ça m'évite d'avoir justement des gens qui vont... Parce qu'il y en a comme... Bon, là, je parle pour moi, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai une armée de gens qui pensent à moi à temps plein. Disons ça comme ça m'étonne toujours, je m'inquiète pour eux. Je me dis, ils n'ont pas d'autre chose à faire. N'ont-ils pas, comme pour reprendre la formule du général de Gaulle, n'ont-ils pas une femme à chouchouter, une maîtresse à dorloter? N'ont-ils rien d'autre à faire de leur journée? Mais qu'importe. Le fait est qu'ils ont des comportements étranges. Moi, je les bloque. Dès qu'ils se manifestent, je les bloque et ainsi de suite. Pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter de vivre avec des cris, des hurlements de hyènes agressifs qui sont là finalement, qui sont là pour empêcher le débat de se faire. Parce que le débat
politique, le débat civilisé, ça présuppose qu'il y a plusieurs points de vue, mais que ces points de vue se reconnaissent mutuellement comme ayant le droit d'exister. Si vous avez devant vous des gens qui vous traitent sans arrêt de racistes, d'islamophobes, de tous les noms disponibles, de transphobes, d'extrême droite, ou de l'autre côté aujourd'hui, quelqu'un qui dit fuck you Legault ou d'autres propos aussi édifiants et puis qui crie à la dictature sanitaire dès qu'on doit tenir compte d'une pandémie, quelles que soient les circonstances, c'est que c'est pas possible de débattre avec des gens qui sont dans un environnement qui est presque parano à certains égards. Donc il faut savoir bloquer. Il faut aussi se faire une carapace. Ça, je le disais, je pense que c'est nécessaire. La carapace, c'est l'autre nom du courage civique aujourd'hui, c'est-à-dire être capable d'endurer, c'est-à-dire une fois qu'on sait que c'est comme ça, avec une carapace, on est capable de traverser, on est capable de se dire, bon, on a bloqué les pires, on endure ceux qui sont simplement des contradicteurs agaçants, mais on sent pas le besoin de bloquer tout le monde. Et une fois qu'on a dit ça, et là, c'est là que ça peut devenir un peu intéressant, c'est que là, on peut y participer en s'imposant soi-même des règles. Par exemple, ne pas insulter, ne pas répondre sur le mode agressif. Ça ne veut pas dire que quelquefois, on ne cède pas à la tentation de répondre vivement à quelqu'un qui est exagérément agressif. Mais ça, Mathieu, juste, je t'arrête là-dessus parce que je trouve que c'est un point vraiment important. Entre autres, on a vu certaines personnalités publiques récemment. Je pense qu'il était peut-être que la pandémie a été dure pour tout le monde, là, mais on a vu entre autres Guillaume Lepage là, qui s'est mis. Puis lui, évidemment, il est aussi victime de trolls à la longueur de journée, mais qui répondait là à tout le monde, grosse folle, grand con, gros innocent. Est-ce que là, est-ce que ça aide qui que ce soit d'embarquer là-dedans? Non, moi, je ne ferai pas la morale à Guillaume Lepage parce qu'il est dans une position assez unique. Hein. C'est-à-dire, c'est le dimanche soir, il canalise sur lui à la fois beaucoup d'admiration et il y a aussi des gens qui le haïssent à temps plein. Puis il arrive qu'un homme veuille se défendre de ses insulteurs, contre ses insulteurs. Je comprends ça. Je le comprends. Mais à mon avis, je parle pour moi, je parle pas pour lui, il faut, à mon avis, ne pas rentrer dans ce jeu-là, parce que quand on rentre dans ce jeu-là, premièrement, on perd beaucoup de temps. C'est accorder beaucoup de temps à des petits crétins qui veulent polluer notre vie en mordillant nos mollets. Et ça, je dis souvent qu'une des raisons pour lesquelles je ne lis pas tous les tweets qui me sont destinés et qui sont injurieux et insultants, c'est qu'il y a trop de classiques de la littérature que j'ai pas encore lus. Donc, entre une page essentielle et un tweet ordurier, je choisis. Bon. Je pense que c'est un conseil qu'on pourrait donner à d'autres. Mais ne pas céder à cette tentation. Ce qui ne veut pas dire, ensuite, on est des êtres humains, donc on a quelquefois, on a une réaction impulsive, une réaction vive, mais me semble-t-il, il ne faut pas se placer à ce niveau, il ne faut pas se laisser entraîner dans de telles querelles. Ça, je pense que c'est essentiel de se le dire. Autre chose qui me semble importante, et ça, c'est message à tous, c'est vérifier pendant 3-4 secondes les sources que vous allez partager d'une manière ou de l'autre. Parce que je suis fasciné quelquefois de voir ce qu'on peut nous partager. Ou lisez même les articles que vous partagez. Hein. On part de loin. Lisez les articles que vous partagez et assurez-vous, lorsque vous les partagez, d'essayer d'en rendre compte à peu près honnêtement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les critiquer. Et vérifiez les sources. Si vous me partagez sur la question de la COVID, je ne sais quelle entrevue donnée par je ne sais quel docteur improbable qui apparemment contredit tous les consensus scientifiques accumulés, parce que lui, ce monsieur qui est je ne sais où exactement, il nous dit la vérité, résistez à la tentation de croire que tout ce qui vient de leur système dit la vérité. Moi, je suis très critique envers les grands médias aujourd'hui, quel que soit le journal, quel que soit le média privé, public, moi, j'ai un œil critique là-dessus. Mais en dernière instance, il y a quand même des lieux de production d'informations sérieuses, des lieux d'information où il vaut la peine de réfléchir, et ensuite on peut les critiquer. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit « je suis l'antisystème » qu'il dit la vérité. Ça, je pense que c'est une chose qu'on doit garder à l'esprit. Et puis, sachant tout cela, sans pour autant se jouer au donneur de leçons, je pense qu'une fois qu'on dit ça, c'est l'espace public de notre temps. La vie politique et la vie publique, elle est toujours polémique. Il y a toujours du conflit. Il y a toujours des affrontements, je dirais presque inévitables. Notre devoir, c'est pas de fuir l'affrontement, c'est de le civiliser. Notre devoir, c'est pas de faire semblant qu'il n'y a pas de conflit, hein, comme les Québécois sont bons là-dedans. Notre devoir, c'est de faire en sorte que nos conflits soient menés intelligemment, que la discussion soit le plus rationnelle possible. Et ça, je pense que c'est, une fois qu'on sait tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que ce sera jamais un environnement idéal, c'est quand même là aujourd'hui, ça c'est leur bon côté des médias sociaux, que le débat peut se mener, que les citoyens directement peuvent y participer, que des courants de pensée qui étaient négligés par les médias traditionnels peuvent émerger aussi.
Donc, on se dit, au final, il faut accepter la situation telle qu'elle est, chercher à en faire le meilleur usage possible, sans vision utopiste des choses. Ouais, parce que c'est quand même dommage que pour beaucoup de gens, puis je m'inclus là-dedans, vu que c'est un fouillis, puis que ça, honnêtement, c'est drainant, là, se débattre sur les réseaux sociaux avec le niveau souvent qu'on y trouve. Ce que ça fait, c'est qu'on réduit notre présence sur les réseaux sociaux, quitte à nous simplement plus y être. On ne fait que regarder, mais on n'ajoute plus à aucunement dans le débat. C'est un peu ce qu'on retrouve en politique. On dit peu de gens vont vouloir aller en politique parce que tu te retrouves avec un paquet de troubles plus qu'autre chose. Donc, plein de gens hésitent à avoir des points de vue qui seraient intéressants de débattre. Ce serait un superbe endroit pour pouvoir débattre de plein de choses sur les réseaux sociaux. Mais même sur Facebook, sur des sujets, là, sur des forums concernant les bateaux de plaisance, les avions, ça chicane, ça s'envoie promener. C'est dommage quand même de perdre un endroit qui était justement si démocratique pour pouvoir débattre entre tous, mais ce pourcentage-là de gens agressifs ruine un peu l'expérience pour tout le monde. Ah ben oui, mais je me rappelle, c'est une scène parmi d'autres. Je croise une fois, je marche dans mon quartier, mais ça je pourrais en raconter 150 des scènes comme ça, mais je raconte celle-là. Une dame me dit, Monsieur Bock-Côté, oui, ma fille, je pense que c'est sa fille, a partagé récemment un de vos articles qu'elle aimait bien, mais là, il y a eu une horde de trolls, disait-elle, mais en fait, c'était des militants woke, appelons ça... des militants de gauche radicale se sont jetés sur elle pour l'insulter. Elle a retiré son truc puis elle a décidé de publier, je sais pas si je comprends bien, là, je le dis à ma manière, mais que des photos de chat pendant à peu près 3 semaines pour se faire oublier. Bon, ça c'est le problème, c'est qu'on se risque là-dedans puis il y a cette espèce de violence. Mais moi je n'accepte pas la prise en otage de la vie publique par les différentes tendances sectaires, quelles qu'elles soient, puis on voit en ce moment qu'il y en a beaucoup des tendances sectaires. Donc ça, je pense que là-dessus, il faut espérer, si on croit encore à la vie publique, hein, il y a des gens qui trouvent que c'est un foutoir, puis que notre époque est trop violente, puis mieux vaut s'investir dans la vie privée plutôt que s'investir dans la vie publique. Mais si on croit à la vie publique, si on croit au débat public, c'est quand même une arène exceptionnelle. C'est un agora exceptionnel qui nous est offert. Il faut en faire un bon usage. Puis ensuite, comme je dis, ne pas se placer au niveau de ceux qui veulent nous noyer dans leurs immondices, parce que c'est quand même la tentation quelquefois. Et puis, une fois qu'on a, me semble-t-il, fait un bon usage de l'hygiène sur les réseaux sociaux, c'est quand même un lieu où des débats peuvent se mener. C'est un lieu où on a la possibilité de débattre, de suivre des débats assez éclairants, sous un ton qui n'est pas nécessairement formel, mais qui permet quand même aux idées d'évoluer. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un bon usage qu'on peut en faire. Et à tous ceux qui veulent faire de la politique, il faudrait que les partis qui les engagent leur donnent une forme de formation mentale pour leur dire voilà à quoi vous devez vous attendre parce que pour nous qui évoluons dans les médias, on est presque habitués à ça. Moi, je disais ça à ma compagne récemment, je pense que les gens sont pas habitués à recevoir régulièrement des centaines de tweets haineux. Et elle me dit non Mathieu, c'est pas normal. D'accord, moi c'est ma normalité, je m'y suis habitué. Donc peut-être qu'on est dans les médias, on a le cuir un peu plus épais qu'ailleurs. Il n'en demeure pas moins que le conseil à donner à chacun, c'est que, me semble-t-il, une fois qu'ils se sont carapacés, une fois qu'ils se sont un peu durcis, qu'on sont capables de résister aux mauvaises journées. S'ils prennent au sérieux leur citoyenneté démocratique, c'est une manière de participer au débat qui est assez exceptionnelle quand même. Effectivement, parce que de passer à travers ces messages-là, mais au moins souvent c'est vraiment la minorité et ça peut amener une réflexion quand même au reste du monde. Et moi dans les répliques, parce que moi je suis à Salut Bonjour, hein, de sorte que sur nos réseaux sociaux, des fois tu reçois des messages de bêtises, mais on peut pas répondre par des insultes ou quoi que ce soit là. Des fois, ce que je fais, j'écris ma réplique. Puis je l'efface, puis dans ma tête, j'ai répliqué et je passe une belle journée. Là. Dans des cas extrêmes, je fais ça. Oui, puis moi, quand je reçois des courriels haineux, quelquefois, pour certaines chroniques, par exemple, je vais le dire de manière poétique, mais Bock-Côté, gros mange-marde, puis là, les insultes, là, je réponds toujours avec un immense plaisir, cher monsieur, je vous remercie pour votre contribution essentielle au débat. Bien à vous, Mathieu Bock-Côté. Et là, ça peut donner A, une réponse où le type en rajoute, ou B, merci de m'avoir répondu, je m'excuse d'avoir été violent. Bon. Oui, ça fait souvent, dès qu'il y a une réplique un peu polie, ils se couchent comme des vrais lavettes. Là. Ça arrive quand même, aussi. C'est comme si on réveillait en eux l'instinct d'enfance, le moment où ils ont appris la politesse. C'est quand même pas si mal. Comme quoi l'éducation laisse de bonnes traces. Oui, ça fait quand même du bien quand ça se termine comme ça. Mathieu, merci beaucoup. J'invite les gens à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. À demain. Bye Salut. Bye. Chez Vidéotron, c'est le temps de profiter d'une offre généreuse par moitié. Obtenez 50% de rabais sur une belle sélection d'appareils comme le Samsung Galaxy S20 FE. Économisez 50% grâce au paiement simplifié. Certaines conditions Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place.
Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez de bonus à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. On est le 14 juillet, c'est la fête nationale des Français. On voyait toujours du coin de l'œil, et moi, ça m'impressionne quand même toujours, le grand défilé militaire sur les Champs-Élysées. C'est le sujet, entre autres, aujourd'hui, de Mathieu Bock-Côté. Salut, Mathieu. Bonjour. Donc, bien aimé ton texte sur... en fait, parce que la France, aussi imparfaite soit-elle, demeure, selon toi, une inspiration. Ben oui, parce que dans le monde occidental, globalement, il y a deux nations révolutionnaires au sens... historique du terme, qui ont une prétention universelle, c'est-à-dire qui prétendent vivre pour elles-mêmes, mais porter une certaine idée de l'être humain, une certaine idée de notre civilisation, valable pour d'autres. Il y a les Américains, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, et il y a la France qui, malgré ses problèmes, puis Dieu sait qu'elle en a, continue, à mon avis, d'incarner sur tous les grands enjeux de notre époque une saine et admirable résistance. Alors, il y a des raisons tout à fait québécoises d'aimer la France, c'est-à-dire c'est la mère patrie, comme on disait autrefois, c'est le pays de nos ancêtres, ce sont les cousins, bon, c'est notre seul allié, c'est pas un détail. Le jour où on a voulu faire l'indépendance, où on est passé proche, la France était notre allié, le jour où on la fera, on aura besoin d'elle. Mais au-delà même de cette question québécoise-là, sur tous les enjeux de notre temps, par exemple, la fameuse question du racialisme, dont on parle beaucoup aux États-Unis, la nation se désagrège en 1000 communautés, en 1000 communautarismes, et ne parvient plus à trouver ne serait-ce qu'un ciment identitaire minimal. La France continue de croire qu'on doit lier les hommes et les femmes, les sociétés, à travers le langage de la nation. Et à travers la nation, donc, ce qui est un commun qui nous dépasse, et de l'universel, c'est-à-dire le refus d'enfermer un individu dans ses déterminations ethniques, sexuelles ou ainsi de suite. Donc, c'est un modèle de vivre ensemble, pour reprendre un mot à la mode, un modèle de commun, un modèle politique, un modèle de citoyenneté, qui, malgré le fait qu'il fonctionne pas parfaitement, me semble infiniment désirable, par exemple, au fractionnement identitaire américain. C'est ça, parce que quand même, malgré cette idée, est-ce que c'est pas une preuve que ça fonctionne quand même mal, sachant qu'il y a des coins où justement il n'y a pas beaucoup de mixité, là, on a carrément divisé certains secteurs. Est-ce que donc c'est un idéal, mais est-ce qu'il est atteignable? Ben, je pense qu'il l'a été pendant longtemps. Le problème, c'est que la France, depuis une quarantaine d'années, subit une immigration massive telle qu'elle dépasse toutes ses capacités d'intégration. Puis ça, je dirais que c'est que ça, il y a Michel Brunet qui avait cette formule que j'aime beaucoup, l'historien québécois Michel Brunet, qui disait que dans l'histoire, trois facteurs pèsent. Le nombre et le nombre. À partir de certains seuils démographiques, vous avez beau avoir le modèle le plus inspirant, la machine se dérègle parce que les vagues migratoires vous empêchent d'avoir toute véritable intégration, toute véritable assimilation, comme disent les Français. Mais une fois que c'est dit, quel est le modèle de société qui nous est proposé? Et encore aujourd'hui, la France, il est possible de s'approprier le destin français. Parmi aujourd'hui les figures les plus inspirantes dans l'espace public qui défendent l'identité française, la culture française, plusieurs sont d'origine étrangère. Plusieurs viennent d'autres pays et se sont justement retrouvés, d'une certaine manière, en embrassant le destin français. Et ça, je trouve que c'est remarquable. On peut penser à plusieurs figures. Sonia Mabrouk, par exemple, aujourd'hui. Rachel Kahn, Claire Koch, j'espère pas mal prononcer son nom. On pourrait en nommer d'autres. Lydia Guirius. Donc, c'est souvent des femmes d'origine étrangère qui embrassent de la plus belle manière, aujourd'hui, l'identité française, qui est à la fois enracinement et universelle.
Dans le même esprit, dans une époque américaine qui est d'un puritanisme tel qu'aujourd'hui, on en vient à suspecter dans les rapports entre les sexes, qui est ce qu'on en fait son fondateur de toute culture, eh bien aujourd'hui, l'espèce de néo-puritanisme à prétention féministe des États-Unis voit désormais dans la plus simple expression du désir masculin pour la femme un désir prédateur, et voit dans le désir féminin pour l'homme, une forme de soumission et d'aliénation. Et on a autour des concepts comme culture du viol et puis masculinité toxique et ainsi de suite, on tend aujourd'hui à jeter le soupçon, un soupçon d'illégitimité sur les rapports entre les sexes, comme s'il fallait rentrer dans la même catégorie le frottement d'épaule et le début d'une agression, comme s'il fallait mettre dans la même catégorie un compliment d'une drague insistante, trop lourde et même agressante. Donc ça, il y a quand même cette espèce de néo-puritanisme qui nous vient aujourd'hui des États-Unis. Les Français savent encore distinguer, me semble-t-il, en ces matières-là. Ils ont une culture infiniment plus riche, infiniment plus subtile. Ils savent le caractère fécond des rapports entre les sexes. Ils savent le caractère fécond de la séduction. Ils sont d'ailleurs conscients de toute une série de nuances qui nous échappent quelquefois à nous, Nord-Américains. Et de ce point de vue, je trouve que dans le rapport entre les sexes, dans une société qui est tend aujourd'hui à vouloir... C'est le drame des États-Unis. D'un côté, on a l'hypersexualisation, mais brutale, qu'on voit dans une partie de l'industrie musicale. Et de l'autre, cette espèce de puritanisme. Les Français ont encore le sens, me semble-t-il, d'une autre conception des rapports entre les hommes et les femmes qui, sans être parfaite, n'est pas sans charme, disons ça comme ça. Je pourrais donner d'autres exemples. Devant l'industrialisation des saveurs aujourd'hui, qui nous vient encore une fois de l'Empire du Sud, eh bien, qu'est-ce qu'on voit en France? Il y a quand même la tradition des terroirs. Il y a cette tradition qu'à un moment donné, chaque région, chaque province a sa propre cuisine, ses propres saveurs, des saveurs qui ont été développées au fil de l'histoire, des saveurs qui sont liées à une culture. Donc, c'est tout une espèce de monde, de la sens du débat d'idées. Dans nos sociétés, on pourrait faire la comparaison avec le Québec. Dieu sait que j'aime le Québec, mais disons qu'ici, on a tendance à très rapidement confondre débat d'idées et chicane. Puis on n'aime pas la chicane. Alors que les Français ont quand même le sens du débat d'idées. Le débat intellectuel, le débat public est au cœur de la cité. Il y a un éventail d'options très large dans l'espace public qui peuvent s'exprimer. Je trouve que c'est une richesse qu'ils ont. Donc, mais ça, juste là-dessus, Mathieu, parce que tu as vécu des plateaux en France comme ici, puis ça, c'est quand même, on le voit très bien, là, à quel point les Français sont capables de tolérer de la chaleur, là, et carrément de se pogner, comme on dit à la télévision, sans que l'invité soit nécessairement invité à un dîner de con, là, où on le prenne, puis celui c'est le méchant dans l'émission, puis tout le monde y tape dessus. On est capable d'y aller de façon assez intense, là, et on l'accepte, ça fait partie de la culture qu'on se pogne, puis après ça on passe à d'autres choses. Ben moi, j'y vais donc très régulièrement depuis presque une dizaine d'années maintenant, puis depuis, je te dirais, depuis 2016 environ, je suis un familier de cet univers médiatique auquel j'ai le bonheur et le privilège de participer. Et ce qui me fascine, c'est le nombre de thèmes qu'on peut aborder dans l'espace public sans avoir peur d'être trop intello, sans avoir peur d'être trop abstrait, trop ci, trop ça. Puis c'est la diversité des points de vue. C'est-à-dire, en dernière instance, il y a des espaces où plusieurs options peuvent s'affronter, et puis de manière civilisée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clashs. Je pense qu'un problème de la culture télévisuelle française, c'est la culture du clash. Ils aiment ça, les clashs. Bon. Mais une fois que c'est dit, je pense on le voit sur tant et tant de sujets, il y a une diversité de points de vue. Et puis on assume cette idée qu'il y a une diversité de points de vue. Puis on assume cette idée qu'il est possible que l'autre pense pas du tout comme moi sans être un monstre. C'est quand même pas mal. Alors qu'ici, le périmètre des opinions autorisées est pas mal plus restreint, pour le dire d'un euphémisme. Donc, il y a ce sens du débat, puis ça, je pense que ça nous manque ici. C'est pas pour rien qu'autant de Québécois aiment les émissions à la française, c'est parce qu'ils y voient notre part manquante. Est-ce que sur la langue française, là, je comprends que les Français ont pas le même besoin de protéger leur langue toujours parce qu'ils ont quand même la force du nombre. Tu le disais, le nombre est important, mais l'utilisation constante d'anglicismes. Puis moi, je me souviens en France demander il est où le stationnement. Là, on m'a regardé avec des gros yeux parce qu'ils avaient jamais entendu ça. C'était le parking. Est-ce que ça t'irrite quand même ou au contraire, ça fait partie de la langue française en France et c'est comme ça? Non, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. D'un côté, c'est un snobisme un peu français, c'est-à-dire qu'ils sont heureux de pimenter leur vocabulaire de mots anglais, de manière quelquefois exagérée. J'aime leur rappeler que chez nous, on appelle ça la version papier, on n'appelle pas ça le print, on n'appelle pas ça les news, on appelle ça les nouvelles, on n'appelle pas ça le parking, on appelle ça le stationnement. Et j'aime me faire un plaisir de leur rappeler, quand je les vois, que c'est pas un mail, mais c'est un courriel. Bon, on peut faire la longue liste. Cela dit, puis ça, c'est agaçant.
une fois que c'est dit, il faut pas se conter d'histoire. C'est-à-dire que nous, on a au Québec, on a ce zèle pour tout franciser, mais quelquefois la maîtrise de notre propre langue est, disons, imparfaite, pour le dire d'un euphémisme. Alors que en France, ce qui me frappe, c'est que c'est la maîtrise de la structure de la phrase. C'est la maîtrise de la structure du langage. C'est le fait qu'il y a les hésitations, il y a très peu de je dis pas qu'il y en a pas, mais il y a une forme de maîtrise de la langue, une maîtrise naturelle de la langue qui s'ancre dans un pays qui a placé la littérature au cœur de son identité. Ensuite, je les trouve admirables, mais je veux pas qu'on soit trop sévère envers nous, parce que nous, pourquoi les anglicismes sont aussi présents chez nous? Parce qu'on a été dominés, pénétrés de toutes parts par le conquérant. Je veux dire, moi, je ne cesse de rappeler cet exemple-là. Je le disais d'ailleurs dans une émission il y a quelque temps, en France, d'ailleurs, si je me trompe pas, la génération de mes grands-parents, même de mes parents à la rigueur, c'était pas un volant, c'était un steering. C'était pas un capot, c'était un hood. C'était pas des pneus, c'était des tires. Puis on peut multiplier les exemples. On était capable de reconquérir notre propre langue. Et de ce point de vue, le combat québécois pour la défense de notre langue, de notre culture, inspire aussi souvent les Français. Ça, faut pas se tromper. Ils nous voient aller, ils se passionnent pas pour nous tous les jours, mais quand ils nous voient aller, quand même, ils voient qu'on se défend la langue française en Amérique, qu'on défend une culture, une identité. Puis la France comprend aujourd'hui qu'elle n'est plus aussi hégémonique qu'autrefois. Elle n'est plus aussi dominante qu'autrefois. Donc le combat québécois pour la défense de la langue, de la culture, devient un combat beaucoup plus universel qu'on le croyait quand on l'a engagé. Alors aujourd'hui, qui défend sa culture défend toutes les cultures. C'est pour ça que le philosophe Alain Finkielkraut avait écrit en 1999 dans un très beau livre avec Antoine Robitaille, un de nos collègues à Cube, qui a fait un livre d'entretien avec Robitaille, qui avait dit aujourd'hui nous sommes tous des Québécois. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que toutes les nations aujourd'hui prennent conscience de leur fragilité existentielle et le combat québécois pour la défense de la langue et de la culture a une dimension universelle aujourd'hui et ça les Français le remarquent. Donc comme quoi nous avons quand même 2-3 choses à leur, non pas à leur apprendre, mais on peut quand même là-dessus les inspirer nous aussi dans notre combat pour la défense de l'identité nationale. S'inspirer mutuellement, c'est bon. Ça, d'ailleurs, tu me donnes le goût de m'ouvrir un bon Bourgogne ou un Chablis là, et de lever mon verre pour la fête de nos cousins français. N'hésite pas. C'est un des grands plaisirs. Les Français ont l'art de la table, ils ont l'art de la conversation et ils savent quand même qu'il y a des produits qui sont universellement appréciés. J'ouvrirai aussi une bouteille en leur honneur. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bye bye. Salut. Chez Vidéotron, c'est le temps de profiter d'une offre généreuse pas à moitié. Obtenez 50% de rabais sur une belle sélection d'appareils comme le Samsung Galaxy S20 FE. Économisez 50% grâce au paiement simplifié. Certaines conditions Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez de bonnies à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Vincent Dessureau. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors que François Legault et Justin Trudeau font des annonces dans le domaine de l'aéronautique, on parle justement d'une compagnie aérienne, Lufthansa, évidemment compagnie allemande, qui va éliminer un certain discours genré. Oui, alors, ou qui décide de s'en prendre aussi à la politesse, on pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est pas nouveau. Lufthansa annonçait mardi, je crois, qu'ils vont cesser de dire « mesdames et messieurs » dans leur vol. Ils vont plutôt dire « chers passagers » et ainsi de suite. Pourquoi? Pour avoir des formulations non genrées qui soient plus inclusives et respectueuses de la diversité des identités qui s'expriment dans le panel du genre et ainsi de suite. Bon, c'est pas nouveau. Air Canada avait fait la même chose il y a quelques années, puis le métro de Londres avait fait la même chose. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une tendance qui se développe, cette idée que au nom de l'inclusion, comme qui dirait, eh bien, il faudrait en venir à abolir la référence au masculin et au féminin, parce que ce serait, le masculin et le féminin, ce serait discriminatoire envers ceux qui ne s'identifient pas comme homme ou comme femme. Alors moi,
si, comme société, on doit s'ouvrir, j'ai aucun problème avec ça, ça va de soi aux personnes trans, ainsi de suite, qui se sentent étrangères à leur identité sexuelle, leur identité sexuelle de naissance, pas de souci. Mais pourquoi est-ce qu'au nom de cela, on devrait abolir les formules élémentaires de la politesse, les formules élémentaires de la courtoisie? Pourquoi devrait-on aussi dire, comme on l'entend quelquefois, que c'est plus père et mère, c'est parent 1, parent 2? Pourquoi est-ce qu'on doit dire, comme on le propose dans un hôpital britannique, que c'est plus du lait maternel, mais c'est du lait humain? Parce que apparemment, le lait maternel, ce serait discriminatoire. Pourquoi est-ce qu'il va... Et là, tu vois tous les pourquoi qu'on peut... Pourquoi ce serait discriminatoire de dire que une mère, celle qui porte un enfant est nécessairement une femme? Pourquoi c'est discriminatoire? Alors, il y a aujourd'hui, puis là on le voit, ça nous ramène à Lufthansa, il y a une espèce d'emportement des gestionnaires, un emportement des administrateurs qui veulent toujours être plus woke que woke, qui redoutent de se faire traiter de phobes d'une manière ou de l'autre, et qui, pour cela, n'hésitent pas à insulter, en gros, 99% de la population qui croit encore que le féminin et le masculin existe, que de dire bonjour monsieur, bonjour madame, c'est pas une insulte transphobe, c'est pas discriminatoire, c'est la simple référence aux bons usages, au code de la civilisation, au code de la politesse. Mais est-ce que dans un cas comme ça, là, je me dis, bon, on utilise le terme cher passager, là. C'est quand même, moi j'ai beaucoup moins de problèmes avec ça que de changer le langage avec un yel, là, par exemple, pour tout le monde. Là, on est, parce que cher passager, bon, ça se dit, là, on élimine une façon de faire qui est pas, qui est pas si dangereuse. Cher passager, c'est pour tout le monde. Contrairement à d'autres, tu parlais de lait maternel, là, on est ailleurs, selon moi, là. Ben, le problème, c'est que c'est partout la même logique. Je te dirais, c'est la raison pour laquelle on fait ça. C'est-à-dire, si la raison pour laquelle on dit, on remplace cher monsieur, chère madame, si on nous explique qu'on le remplace parce que monsieur et madame sont discriminatoires, eh bien, fondamentalement, c'est qu'il n'y a aucune différence entre ça, puis yel, puis yol, puis yul, et puis lait humain, ainsi de suite. C'est que c'est la même logique qui partout se déploie. Donc, ça se peut que ça soit moins agaçant, effectivement, de dire cher passager. Bon, ça se peut que ça nous agace, ça nous heurte pas l'oreille. Mais quand on comprend pourquoi c'est fait, quand on comprend la raison pour laquelle on décide de faire ça, on comprend que rien ne va résister en dernière instance. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il va falloir que les administrateurs soient capables de se nouer ou s'acheter une colonne vertébrale pour être capables de dire non à tous ces activistes qui, d'une manière ou de l'autre, font du chantage idéologique autour de ça. Mais je suis d'accord avec toi, cher passager, en soi, c'est bien correct, cher passager, mais quand on sait pourquoi on sacrifie une formule pour l'autre, c'est là qu'un point d'interrogation apparaît. Surtout que je vois, évidemment, c'est des compagnies. J'imagine, mettons la dernière compagnie qui va avoir encore le mesdames, messieurs, et qui va y tenir, là, on va dire, ça y est, c'est une compagnie d'extrême droite, là. Qui sont les dirigeants? C'est ça. C'est sûr que là, tu te places dans une fois que c'est parti, la compagnie se place en danger, là. Mais t'as absolument raison. Puis tu vas voir, note bien qu'aujourd'hui, il n'en faut pas beaucoup pour être d'extrême droite. Hein. On devient d'extrême droite très, très, très facilement, généralement en n'étant pas d'accord avec la dernière wokerie du jour. Bon. Mais ce qui est assez fascinant, c'est parce que t'as tout à fait raison, il y a un effet d'intimidation, il y a un effet de domino. C'est que là, si on se met à faire ça, puis le dernier à utiliser les formules classiques passe dès lors pour un réactionnaire. Alors, faut pas oublier que je lance un chiffre comme ça, mais qui me semble convaincant, 99% de la population, ou à tout le moins une très forte proportion, se sent plutôt insulté quand on explique justement qu'on doit déconstruire jusqu'à les anéantir, le masculin, le féminin, tous les termes tous les termes qu'on évoquait tout tantôt. La population n'est pas là-dedans. Donc, il y a une espèce d'écart qui se creuse entre le discours, le langage, la morale autorisée d'une partie des élites et la population. Et surtout d'élites influencées par des militants assez intolérants, parce que c'est le paradoxe ici. C'est qu'on nous dit qu'on fait ça au nom de la tolérance, mais c'est l'intolérance qui tombe à partir de ça. C'est l'intolérance envers les mœurs, envers les références, envers les codes, envers les réflexes, envers l'imaginaire de la population dans son ensemble. Donc, c'est l'intolérance au nom de la tolérance. Je trouve que la terreur au nom de la vertu, je trouve que c'est un schème récurrent dans nos sociétés. Puis tu noteras, il y a une autre chose là-dedans, c'est que c'est partout. Moi, ça m'intéresse beaucoup, les ressources humaines de plus en plus. Cette idéologie-là perce souvent justement dans des départements de ressources humaines et de publicité. Et c'est partout la même logique, c'est partout le même discours. C'est ce qui fait qu'il y a quelques semaines à peine, l'Ordre des nutritionnistes du Canada, l'Ordre des nutritionnistes et des diététistes du Canada et du Québec s'est accusé de racisme systémique.
Il fallait y penser quand même. Il fallait y penser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Ordre des infirmières capitule devant la théorie du racisme systémique. Il y a une espèce d'essai là-dedans où on est obligé d'envoyer des signes ostentatoires de vertu. On est obligé de se convertir à la théorie du jour. On est obligé de sacrifier certaines formules classiques comme monsieur, madame. Pourquoi? Parce que si on n'y participe pas au mouvement, on s'auto-désigne à l'espace public comme un méchant, comme un contradicteur, comme un dissident, et probablement comme un intolérant dans leur point de vue. Donc c'est pour ça que c'est une dynamique qu'il faut savoir freiner. Et puis même quand on voit effectivement sur chers passagers, même si on comprend c'est quoi l'objectif ici, il faut savoir tenir tête. Surtout que j'essayais quand même de chercher qui ça insulte, là, mesdames, messieurs, parce que comprendre qu'une personne trans qui transitionne d'homme à femme ou femme à homme sera pas insultée par mesdames, messieurs, parce que on nomme les deux. Là. Il y a ceux qui vont dire, et j'en ai déjà entendu, moi ça dépend des jours. Là. On donne les deux. Donc en fait, on se trouve à seulement d'une personne qui dit vraiment, là, moi je suis non-genré, mais du tout, et de non-binaire. Et je suis vraiment là entre les deux et ça m'insulte un peu qu'on dit que moi je sois pas nommé là-dedans, mais c'est quand même parce que la majorité quand même des personnes trans vont se dire moi je suis pas né dans le bon corps, mais vont s'identifier à un genre malgré tout. Donc en disant mesdames, messieurs, t'expliques quand même pas grand monde. Mais tu as absolument raison. Le propre d'une personne trans, globalement, c'est qu'il décide de changer d'identité sexuelle. Et c'est parfait. Nos sociétés sont ouvertes à ça. Mais quand on change d'identité sexuelle, c'est qu'on passe d'homme à femme ou de femme à homme. Globalement, là, à moins qu'il y en ait d'autres catégories. Mais justement, on nous dit qu'il y en a d'autres. Et c'est la non-binarité. La non-binarité qui est le nouvel étendard revendiqué, qui permet de se situer dans un rapport parce que derrière ça, il y a cette idée que le masculin et le féminin, ce sont des catégories trop contraignantes qui compresseraient la subjectivité, qui compresseraient l'identité, qui l'enfermeraient dans des stéréotypes. Donc, il faut que la nouvelle norme, ça doit être ce qu'on appelle la fluidité identitaire. La fluidité identitaire, c'est qu'on se définit sans être saisissable, sans avoir une identité fixe. Donc là, la fluidité devient la norme et le masculin et le féminin deviennent des catégories réactionnaires. Et donc, on doit tout déconstruire pour que se déploie la norme de la fluidité identitaire. Alors, évidemment, j'imagine ceux qui nous écoutent en ce moment qui se disent « Il est très bizarre, votre côté, avec ce sujet. De quoi parle-t-il exactement? » Oui. Le problème, c'est que c'est quand même l'idéologie dominante dans l'université aujourd'hui et chez Lufthansa. Oui, parce que si Mathieu, au décollage, tu décides que t'es femme, puis à l'atterrissage, t'es homme, t'es quand même couvert par le mesdames, messieurs, là. Oui, globalement, mais justement, si tu n'es ni l'un ni l'autre, si tu te dis étranger à ça, parce que c'est ça. Et donc, au nom de cette catégorie qui convenons-en, n'est pas majoritaire, est plutôt marginale, de ceux qui se disent ni homme ni femme, qui sont dans la non-binarité généralisée, c'est très respectable, très bien si vous vivez comme ça, mais est-ce qu'on va abolir les références et l'univers pour ce segment de la population qui est donc en droit d'imposer de nouveaux codes, de nouvelles références, un nouveau vocabulaire? Est-ce qu'au nom de la non-binarité, on peut décider de la fluidité du genre, on peut décider de sacrifier monsieur, madame, puis tout ce qui vient avec, comme on se disait tantôt? Pour moi, donc, c'est une bataille qui doit se mener, c'est ce que les Américains appellent les guerres culturelles. Les batailles aujourd'hui autour de la culture, ça peut sembler superficiel, ça peut sembler secondaire. Je pense que c'est essentiel parce qu'à travers ça, c'est une bataille pour les représentations du monde. À travers ça, c'est une bataille pour ce que l'on tient pour légitime et surtout pour ce que l'on juge illégitime. Et moi, j'ai pas envie de mettre d'un coup des milliers d'histoires des milliers d'années d'histoire humaine à la poubelle parce que je ne sais quels militants radicaux ont décidé que c'était ça relevait de la phobie du jour. Intéressant débat et on n'a pas fini d'en parler à mon avis. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup. À demain. Bonne journée. Bye bye. Salut. Chez Vidéotron, c'est le temps de profiter d'une offre généreuse, pas à moitié. Obtenez 50% de rabais sur une belle sélection d'appareils comme le TCL 20S. Économisez 50% grâce au paiement simplifié. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez de bonnies à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un?
Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. On parle aujourd'hui du patronat qui plaide pour la hausse, entre autres, des seuils d'immigration. Ouais, alors c'est une revendication constante du patronat et qui est acceptée très souvent, pour ne pas dire trop souvent, par une partie du commentariat, par une partie de l'univers médiatique, comme allant de soi. C'est-à-dire qu'il y a deux positions possibles sur l'immigration. Soit il en faut plus ou beaucoup plus. Donc, c'est cette espèce d'idée comme quoi on devrait toujours augmenter les seuils. Et là, l'argument normalement évoqué est celui de la pénurie de main-d'œuvre. On prend rarement la peine de dire que les emplois en question qu'on veut combler sont souvent ce qu'on appelle du cheap labor, des emplois à bas salaire, ce qui témoigne du fait qu'on est devant des entreprises qui ne peuvent fonctionner qu'avec des employés à bas salaire, donc des entreprises qui manifestement ne correspondent pas aux exigences élémentaires de la productivité. Mais quoi qu'il en soit, donc il y a ce type d'argument-là. Et moi, ce qui me fascine dans ce débat, c'est que premièrement, sur la question même de la pénurie de main-d'œuvre, c'est une thèse qui est très contestée non seulement par des économistes les plus qualifiés, mais dans des essais qui qu'on a pu lire ces dernières années dans l'espace public. Je pense aux travaux notamment de Jacques Hull, qui a écrit un très bon livre sur cette question. Je pense à toute une série de commentaires qui ont été faits pour dire un instant, pénurie de main-d'œuvre, c'est une notion tout à fait étrange. En fait, il y a une pénurie de cheap labor dont ont besoin certains patrons pour fonctionner dans des modèles économiques non viables. Disons ça comme ça. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que déjà sur le plan économique, ça ne tient pas. Mais en plus, c'est une réduction de la question de l'immigration à la simple question économique, alors qu'on doit tenir compte de toutes les variables dans notre esprit. La question de l'intégration culturelle, la question de l'intégration linguistique, la question des équilibres politiques, la question des équilibres démographiques. Or, sur l'ensemble de ces questions, me semble-t-il qu'une raison éclairée et prudente nous plaiderait plutôt pour, au contraire d'une augmentation des seuils, je pense une baisse raisonnable mais significative des seuils d'immigration dans le débat public, au Québec. Le problème, c'est que quand on avance cette hypothèse qu'il faut non seulement pas augmenter les seuils, mais les baisser significativement pour les ramener à nos capacités d'intégration, le débat ne s'engage pas là-dessus parce que tout de suite, il y a une espèce de dispositif idéologique qui se met en place et qui sert à diaboliser le propos en disant « Ah là là, vous êtes raciste, xénophobe, d'extrême droite, fermé, intolérant ». Et ce qui fait que le débat ne peut jamais se faire sur des considérations qui devraient être prosaïques et pragmatiques, c'est-à-dire est-ce qu'on reçoit davantage que ce qu'on est capable d'intégrer? Si oui, il faut agir en conséquence. C'est ça doit pas être uniquement une valeur économique, parce que c'est beaucoup plus que ça, l'intégration d'un immigrant dans notre société. Ben exactement. Moi, je trouve qu'on a une vision très réduite, très, très réduite de l'intégration aujourd'hui. En fait, c'est comme si on réduit les êtres humains à de pures unités économiques. Premier élément. Deuxièmement, j'ajouterais qu'on fait plutôt de la mauvaise économie avec ça. François Legault a tenu tête au patronat sur cette question-là, en disant, je veux les gens qu'on doit faire venir, ça doit correspondre à la capacité d'enrichir le Québec en tant que tel, donc en fonction de certains types d'emplois, certains types de compétences. Ensuite, on peut penser que Legault pourrait aller plus loin dans son propos, mais au moins, il a tenu tête au patronat. Il a tenu tête politiquement au patronat. Mais ça avait été mal reçu par plusieurs. Oui, mais inévitablement, le patronat en ces matières, et c'est l'espèce d'étrange alliance, tu noteras, entre ce que j'appelle ça le PLQS, c'est-à-dire c'est l'étrange alliance entre la droite libérale, la droite néolibérale qui réduit les sociétés humaines à presque une dimension très strictement économique, donc de une nation n'est finalement plus qu'un marché, puis une certaine gauche multiculturaliste ou à prétention humanitaire, qui aime pas les frontières parce qu'elle pense que les nations, les peuples, les cultures, c'est de la discrimination à l'endroit de l'étranger. Donc c'est une espèce de point de rencontre aujourd'hui entre la gauche, on pourrait dire inclusive, et la droite néolibérale, qui les deux partagent cette idée qu'on doit le plus possible déconstruire les frontières, déconstruire les nations, déconstruire les cultures, d'un côté au nom de ce qu'ils croient être la prospérité, de l'autre côté au nom de ce qu'ils croient être l'inclusion, mais dans les deux cas, on fait le procès de la nation. Et moi, je trouve qu'il y avait eu un certain courage, Legault, là-dessus, en tenant tête au patronat. Et puis ensuite, comme tu dis, il y a toutes les autres dimensions. On parle beaucoup de la question linguistique depuis 1 an, 2 ans au Québec. On aurait dû en parler beaucoup plus longtemps. Mais quoi qu'il en soit, elle est revenue. L'anglicisation de Montréal et de Laval,
s'explique d'abord et avant tout par les seuils d'immigration démesurés qu'on reçoit depuis, je dirais, la fin des années 90, début 2000. L'anglicisation est directement liée à ça. Pas parce que les nouveaux arrivants sont pas gentils, pas parce qu'ils nous aiment pas. La question est pas une question de morale, c'est une question d'équilibre démographique. À Montréal, les nouveaux arrivants ont tendance à rejoindre la majorité, ce que j'appelle la majorité continentale nord-américaine. Ils rejoignent la majorité anglo-canadienne qui au Québec, prend le visage des minorités anglophones. Et c'est normal. Comment leur en vouloir qu'ils arrivent en Amérique du Nord? C'est plutôt normal d'embrasser l'anglais que le français. Pour qu'ils embrassent le français, il faut que le rapport de force soit favorable au français. Or, il ne l'est pas. Et en accentuant les déséquilibres linguistiques et démographiques qu'on connaît en ce moment, on ne fait que radicaliser l'anglicisation dont on prétend se désoler par ailleurs. Et là, on en voit certains qui vont nous dire, dans la gauche mondaine, « Ah, mais l'enjeu, c'est pas les seuils d'immigration, c'est la francisation. » Et là, il faut leur rappeler cette évidence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la francisation, elle se fait pas sur une matière inerte, elle se fait sur des êtres humains. Et on aurait beau avoir des budgets de 74 milliards de dollars en francisation, si la tendance démographique lourde pousse vers l'anglais en Amérique du Nord, au Québec, à Montréal, eh bien, la francisation fonctionnera pas. Parce qu'au niveau purement économique, il y a la question des Français là. Et nous, on a un collègue d'ailleurs français, Achille, dont on a vraiment besoin, qui essaie d'avoir le permis de travail. Là, c'est infini là, essayer d'avoir ces documents-là. C'est appelé partout. J'ai un ami qui est patron en restauration. Ils ont cruellement besoin d'employés. Ils ont d'excellents employés français qui sont formés. C'est tout un casse-tête réussir à les avoir là où ils volent pas la place de personne parce qu'ils viennent prendre des places dont on a cruellement besoin. On a un lien historique fort avec les Français, on parle le même langage. Pourtant, ça, c'est pas le genre de conduit qu'on pourrait faciliter. Moi, je vois, il y a des complications administratives inutiles, comme on le sait. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Autant, moi, en ces matières, j'ai une position assez... faut dire, c'est une question à laquelle je pense depuis longtemps. Autant je pense qu'on doit baisser très significativement les seuils, autant que je pense qu'on doit faciliter toutes les dimensions administratives, les complications administratives qui ne manquent pas que subissent les nouveaux arrivants, quelquefois avec les ordres professionnels, quelquefois avec le fonctionnement de l'État. Les labyrinthes là, ou les pièges à cons là, où on se retrouve pendant des heures et des heures au téléphone. Eh ben voilà, ça je pense qu'on a un travail à faire pour faciliter l'intégration. Et faciliter l'intégration, ça veut dire faciliter simplement quelquefois décomplexifier la dimension administrative. Il faut dire qu'au Québec, on est assez bon là-dedans, même pour nous-mêmes. Hein? C'est-à-dire, on sait ce que fait un labyrinthe administratif, chacun d'entre nous. Mais pour les nouveaux arrivants, ça, je pense qu'on a un effort à faire véritablement pour leur faciliter la vie là-dessus. Ça, j'en doute pas un instant. Mais si on fait le portrait d'ensemble de la situation, donc oui, on doit faciliter la vie à ceux qui sont ici, évidemment. Mais si on fait le portrait d'ensemble de la situation, c'est que plus la pression démographique est forte, moins la capacité d'intégration est là. Et quoi qu'on en pense, ça crée des tensions. La tension qu'on voit aujourd'hui entre Montréal et Laval et le reste du Québec, ce n'est pas sans lien avec des transformations démographiques qui font qu'à Montréal, la majorité historique francophone est devenue minoritaire, en fait, avec des conséquences politiques, si je peux me permettre. Auparavant, un comté protégé libéral, c'était un comté du West Island plus Chaumédé à Laval. Aujourd'hui, à peu près toute l'île de Montréal, sauf les comtés QS, et tout Laval, sauf le comté de Sainte-Rose, celui de Christopher Skeet, sont désormais des comtés libéraux protégés. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension politique à l'immigration, quoi qu'on en dise. L'État fédéral l'a toujours su, hein, on se rappelle 1995, mais le Parti libéral du Québec lui-même est le premier à le savoir. Le Parti libéral fait semblant que la question de l'immigration n'a pas de dimension politique. Il faut pas nous prendre non plus pour des nonos. Le Parti libéral mise sur les changements démographiques pour, à moyen terme, devenir un parti naturel de gouvernement. En ce moment, le Parti libéral, selon des sondages qui tournent autour de Dominique Anglade, on lisait ça dans l'article d'Antoine Robitaille récemment, est à 8% chez les francophones. 8% chez les francophones. Pourtant, le Parti libéral n'est pas... demain matin, il y aurait des élections, il conservait une grosse base électorale. Pourquoi? Parce que sa base allophone et anglophone ne cesse de croître. Donc, si on a toutes ces dimensions-là en tête, il me semble qu'on peut adopter à la fois une approche qui a le sens de l'ouverture, de la société québécoise, une société qui a le sens de l'hospitalité. C'est une société ouverte. Mais qui tient compte de cette notion qu'on a oubliée depuis 25 ans, c'est la capacité d'accueil qui ne se définit pas strictement en fonction des intérêts à courte vue d'une partie du patronat. Donc, si on est capable de tenir ça, culture, économie, complications administratives auxquelles tu fais référence, idéologie dominante aussi. Aujourd'hui, l'idéologie dominante qui pousse au multiculturalisme, elle décourage l'intégration. Notre appartenance au Canada, le multiculturalisme officiel au Canada, le fait que le Canada considère que la nation québécoise n'est pas exactement très légitime, c'est-à-dire on reconnaît le mot pour ne pas reconnaître la chose. Si on regarde le portrait d'ensemble de notre capacité d'intégration,
Et qu'on sait qu'en plus, le Québec est une des sociétés occidentales qui reçoit, toute proportion gardée, le plus d'immigrants, alors qu'on n'est pas la société avec les assises identitaires les plus solides. Peut-être qu'il serait temps d'aujourd'hui de te faire preuve d'une certaine prudence intellectuelle, d'une certaine prudence politique, d'une certaine prudence économique même, et de relativiser les discours sur la fameuse pénurie de main-d'œuvre qu'on nous inflige, à inviter le patronat à refaire ses travaux un peu, se demander ce qui se cache derrière ce discours et réfléchir plus largement à notre capacité comme société d'intégrer. Je ne doute pas un instant de la générosité des Québécois, de leur hospitalité, mais je pense qu'on est peut-être moins fort qu'on ne le croit, et pour que l'intégration soit réussie, il faut se rappeler des 3 mots importants de Michel Brunet qui parlait des 3 facteurs qui pèsent dans l'histoire, le nombre et le nombre. En ce moment, on reçoit plus qu'on peut intégrer. C'est très clair. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end. À lundi. De même. À lundi. Bye Salut. bye. Chez Vidéotron, c'est le temps de profiter d'une offre généreuse, pas à moitié. Obtenez 50 % de rabais sur une belle sélection d'appareils comme le TCL 20S. Économisez 50 % grâce au paiement simplifié. Certaines conditions s'appliquent. Vidéotron.